Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Voici le grand format de l'actualité. Les bandits armés poursuivent leur sale besogne dans la capitale. Ils ont kidnappé lundi soir Mona Jean-Baptiste, une petite détaillante à l'avenue Magloire à Ramboise. Le garde tire la sonnette d'alarme sur la situation de nos compatriotes évoluant à la frontière du Mexique et des États-Unis d'Amérique. L'ULCC a organisé le 21 juin à Pétionville un atelier de travail sur l'avant-projet de loi sur la protection lanceur d'alerte des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. La DGI a modernisé son service de registre de sûreté mobilière en vue de faciliter l'accès au financement réservé aux petites et moyennes entreprises. Et puis à l'étranger, le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le chef de diplomatie Yair Lapid, deux chefs de la coalition au pouvoir en Israël, envisagent de présenter un projet de loi pour dissoudre le Parlement et ainsi provoquer des élections anticipées. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les bandes armées ne font pas de quartier. Ils ont enlevé lundi soir Mona Jean-Baptiste, une petite détaillante à l'avenue Magloire Ramboise au centre-ville de Port-au-Prince. Les individus ont contraint la marchande de friture à monter dans leur véhicule alors que l'un d'entre eux s'apprêtait à placer sa commande, a indiqué le conjoint de la victime. Des résidents ont entamé mardi un mouvement de protestation et réclamé la libération de l'otage. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARE se dit vivement alarmé par la situation de nos compatriotes qui se sont réfugiés à la frontière du Mexique et des États-Unis d'Amérique. Ces citoyens ont fui la crise globale accentuée par l'insécurité permanente et la cherté de la vie. Dans un communiqué pour marquer la Journée mondiale des réfugiés, cette structure souligne que les migrants haïtiens évoluent dans des conditions dégradantes au niveau de la ligne frontalière entre ces deux pays. Elle dénonce aussi le fait que des dizaines de milliers de migrants ont été expulsés, notamment des territoires américains et mexicains. Une cohorte de 20 309 ressortissants haïtiens ont été extradés seulement par les États-Unis de janvier 2021 à février 2022, selon les statistiques fournies par l'Organisation internationale de la migration, OIM, ce qui équivaut à 79% des 25 765 migrants refoulés au pays. Autre point de l'actualité, l'unité de lutte contre la corruption ULCC a organisé le 21 juin à Pétionville un atelier de travail sur l'avant-projet de loi sur la protection, lanceur d'alerte des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Une démarche visant l'établissement d'un cadre pour protéger les informateurs par rapport aux menaces potentielles et aux abus dont ils pourraient être l'objet. S'exprimant à l'occasion, le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a indiqué que la préparation de ce texte entre dans le cadre d'un ensemble des dispositions devant renforcer la lutte contre la corruption dans le pays. L'adoption de ce document incitera les citoyens à prendre leurs engagements pour venir à bout de telles pratiques. Ces propos ont été recueillis par Isra Jeudi et Xavansky Deramo. L'unité de lutte contre la corruption amorce le débat sur le renforcement du système normatif anticorruption du pays à travers l'élaboration d'une série d'avant-projets de loi pour le moins indispensables dans la réussite de la lutte pour la transparence, pour l'imputabilité et la redevabilité. Cette dynamique traduit la volonté politique manifestée par les plus hautes autorités du pays de construire sur la durabilité en dotant la République d'instruments juridiques appropriés et adaptés à la situation continuellement évolutive et à des pratiques corruptives constamment renouvelées. Après le succès de l'atelier du 2 février 2022 sur l'avant-projet de loi portant le libre accès à l'information, l'ULCC continue cette belle et utile aventure en élaborant, conformément à l'article 18 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention
et répression de la corruption, cet avant-projet de loi phare visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Par ailleurs, le DG de l'ULCC a fait savoir que l'élaboration de ce document répond aux exigences de l'international en matière de lutte contre la corruption. Il a aussi fait remarquer que l'État haïtien a signé des conventions relatives à la protection des informateurs pour faciliter la bataille contre les corrupteurs et les corrompus. On écoute encore une fois Jacques Joseph, toujours au micro d'Isra Jeudi et Stravinsky Derabo. Par cette démarche qui se veut vitale pour la démocratie et l'état de droit, Haïti est en train de répondre également à plusieurs recommandations internationales et à ses engagements pris par la ratification des conventions des Nations Unies et interaméricaines contre la corruption qui toutes les deux soulignent avec clarté l'importance pour chaque État signataire de se doter de textes normatifs protecteurs des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs, ces guetteurs, ces veilleurs, ces diseurs de vérité, une vérité généralement dissimulée, une vérité parfois persécutée, dont le prononcé, soit par un signalement ou par une dénonciation, a la vertu d'empêcher la commission d'actes préjudiciables, d'actes contraires aux valeurs sociales protégées, d'actes aux conséquences néfastes et irréversibles. Aussi, cette vérité précieuse, mais souvent occultée, facilite-t-elle la répression ou la sanction de comportements répréhensibles et irréguliers à travers les structures administratives et judiciaires disponibles. Par ce sacrifice citoyen, la Direction générale des impôts, DGI, a mis en place un nouveau système informatisé accessible via Internet en vue de la modernisation du service baptisé Registre de sûreté mobilière selon les responsables. Cette décision vise la promotion de l'accès au financement destiné aux petites et moyennes entreprises. À l'aide d'un smartphone, on peut accéder à cette adresse, a fait savoir la coordonnatrice de l'unité responsable de ce programme, Tasmanie Dalton. Ces précisions au micro de Vladimir Prédeville et Maud Léjean. D'où toujours l'importance de visiter le site du registre des sûretés mobilières qu'on va vous montrer là tantôt. L'objectif des sûretés mobilières, c'est de promouvoir vraiment l'accès au financement des petits commerçants, des PME, de n'importe qui comme personne physique. Vous pouvez avoir un besoin et vous pouvez vraiment avoir le financement que vous aurez besoin pour votre utilisation sans que vous ne donnez pas le bien à quelqu'un. Moi, d'habitude, je prends toujours l'exemple de maison d'affaires, une plane par exemple. Quand vous allez vous donner, vous laissez le bien et vous partez. Tandis qu'avec la direction et avec le gage sans dépossession, vous prenez l'argent sur le bien, vous gardez vos biens et vous continuez à l'utiliser. Il suffit juste d'honorer vos dettes. Comment fonctionne le registre des sûretés mobilières? Deux personnes ou une personne via une institution financière ou deux institutions comme un commerçant, une petite entreprise et le créancier. Il y a toujours deux personnes qui entrent en jeu, le créancier et le débiteur. Plus loin, Tasmanie Dalton a promis d'étendre ce programme aux autres régions du pays. Toutefois, seuls les plus dépourvus pourront le bénéficier en raison des difficultés éprouvées pour accéder au crédit dans les institutions bancaires. C'est propos toujours au micro de Vladimir Prédeville et Maud Léjean. Tout ceci est là, c'est pour aider les plus faibles, les personnes qui ont un bien quelconque et qui n'avaient pas les moyens d'aller dans une banque pour faire un prêt quelconque.
à ce moment-là, avec ces biens-là, cette personne peut avoir le crédit n'importe où, dans n'importe quelle institution financière. Vous avez votre laptop, vous êtes journaliste, vous avez un peu de matériel, vous voulez monter votre bureau, vous allez à n'importe quelle institution financière, vous présentez le matériel que vous avez, vous voulez avoir un plus et puis vous concluez l'affaire avec l'institution financière pour pouvoir effectivement avoir l'argent que vous avez besoin pour faire prospérer ce que vous avez à faire et pour monter, mettre sur pied quelque chose que vous avez en tête, que vous avez le rêve que vous caressez bien longtemps, mais les moyens ne vous permettaient pas vraiment de le réaliser. À ce moment-là, avec le peu que vous avez, vous pouvez vous lancer. Les signataires de l'accord de Montana restent accrochés à la mise en application du document en vue de sortir le pays de la crise globale. Selon Arnel Rémy, l'un des promoteurs du dit accord, les porteurs défendent toujours la mise en place notamment d'un président et d'un premier ministre pour assurer la transition. L'avocat a indiqué que les rencontres se multiplient dans l'optique de parvenir au respect des recommandations faites pour un dégel de la situation. On l'écoute dans une interview au téléphone avec Aubert Charles. La progrès, c'est parfaitement bien parce que dernièrement, là, nous écrit Ariel Henry, nous dit Ariel Henry, 21 juin, ça fait presque un an, depuis le processus de commencer, le processus de dialogue là. Donc, nous avons formé une délégation qui va négocier. Nous faisons plusieurs pas. Et actuellement, là, on a rencontré avec plusieurs secteurs qui sont dans Montana. Donc, c'est Ariel qui était sous l'Oriel pour comprendre cette situation pour l'entrer dans le démarche du consensus là. Mais nous, comme nous, Montana, nous pas faire silence du tout, jamais. Plus loin, Arnel Rémy reproche au Premier ministre son manque de volonté pour engager un dialogue sincère pour un dénouement favorable de la crise multidimensionnelle. Selon l'homme de loi, les signataires de l'accord de Montana avaient appelé le chef du gouvernement à soustraire de son agenda les questions relatives à la tenue d'élections au pays, de même que l'organisation du référendum constitutionnel. Pour nous commencer les négociations, il y a des prérequis que nous mettons. Premier prérequis que nous mettons, nous disons Ariel pour le soir sur la nomination du juge. Mais il faut qu'on définisse qui s'appelle tenir la négociation, parce que c'est deux parties pour faire. Vous entendez? Mais ça vous question élection, référendum, qui va être Ariel a parlé, nous dit le sûr parce que Ariel connaît, s'il a continué sur la paralysée pays à nos crises interminables. Vous entendez? Mais puisque nous faisons des marchands de premier pas, Ariel même pas jamais dit rien. Ariel et ses alliés nous pipent mots. Donc c'est ça que fait nous là. On a la même beaucoup de Montana reste demeure la solution. C'est là que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais avant de partir, n'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, et puis sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télé Pacifique Play TV, chaîne 95. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.